Bonjour à tous. Il est 13 heures à Abidjan maintenant, les titres de votre édition. Depuis le Portugal, le chef de l'État appelle les hommes d'affaires portugais à investir en Côte d'Ivoire. Message du président Alassane Ouattara au Forum économique Portugal-Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs le troisième du genre. Après le Portugal, destination Londres, le Premier ministre, lui, est sur place. Amadou Gon Coulibaly prend part à une rencontre sur le commerce et l'investissement. Il veut capter les acteurs de la finance internationale. Au Togo, bras de fer entre opposition et pouvoir. Au centre de la crise, le projet de loi du gouvernement sur la réforme constitutionnelle. Tout d'abord, l'agenda du chef de l'État au Portugal. Hier, le président Alassane Ouattara était à l'ouverture du Forum économique Portugal-Côte d'Ivoire. C'est le troisième du genre. Le chef de l'État a réitéré son appel aux hommes d'affaires du Portugal à investir en Côte d'Ivoire. Le point avec Viviane Aimé. Ce mercredi 13 septembre s'est ouvert au Centre culturel de Belém, à Lisbonne, le troisième Forum économique Portugal-Côte d'Ivoire en présence du président de la République Alassane Ouattara. Un premier forum avait déjà été organisé en mars 2015 au Portugal et le deuxième forum s'était tenu en juillet dernier ici à Abidjan. Ce troisième forum a enregistré la présence de nombreux hommes d'affaires portugais, signe, comme l'a indiqué le président du Centre de promotion des investissements portugais, que l'intérêt des entreprises portugaises pour la Côte d'Ivoire est visible. Un intérêt encouragé par l'action des gouvernements portugais et ivoiriens qui sont en train de mettre en place un cadre institutionnel favorable, notamment la création au Portugal d'une chambre de commerce Portugal-Côte d'Ivoire et l'ouverture ici en Côte d'Ivoire d'une ligne aérienne qui assure une desserte directe entre les deux pays. Le ministre de l'économie du Portugal a assuré les hommes d'affaires portugais que des opportunités réelles d'affaires existent en Côte d'Ivoire. Présents à ce troisième forum également, plusieurs hommes d'affaires ivoiriens désireux de nouer des partenariats d'affaires, ainsi que les responsables des organisations patronales de Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce et d'industrie et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui ont signé au cours du forum des accords avec les organisations partenaires du Portugal. Ces partenariats tracent un cadre de collaboration entre nos institutions et de sorte que les entreprises portugaises puissent trouver en Côte d'Ivoire des relais pour les accompagner dans leur processus d'implantation, puissent trouver en Côte d'Ivoire des relais pour les accompagner dans l'identification de partenaires potentiels. Et également sur les échanges économiques, les échanges d'informations économiques. Ce sont des accords qui tracent un cadre général, mais surtout qui marquent la volonté des organisations respectives de rentrer dans une relation continue, un contact permanent qui passe par des échanges d'informations, ensuite par les échanges d'hommes, les visites. Et c'est de ça que naissent en général les grands projets d'affaires, les grands projets économiques. Un film institutionnel sur la Côte d'Ivoire a été projeté aux hommes d'affaires portugais. Intervenant en dernier, le président de la République Alassane Ouattara les a assurés que le terrain est favorable pour réaliser de bonnes affaires en Côte d'Ivoire. Nous voulons que les entreprises portugaises viennent investir en Côte d'Ivoire. Et nous avons des entrepreneurs ivoiriens qui sont là, qui sont venus prospecter le marché portugais et qui sont également prêts à entreprendre des partenariats avec vous en Côte d'Ivoire comme au Portugal. Le milieu des affaires a été assaini et amélioré et je considère que ceci était une condition préalable. Le CPC a un guichet unique et peut vous permettre d'enregistrer vos entreprises en moins de 24 heures. Ceci est un record et nous l'avons expérimenté en confiant des entrepreneurs au CPC et ceci s'est révélé comme étant possible. Ce troisième forum qui s'est tenu toute la journée de ce mercredi avait à son ordre du jour des rencontres entre hommes d'affaires portugais et ivoiriens. En marge des rencontres officielles inscrites
Au programme de cette visite d'État, le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience les présidents de deux grands groupes portugais, Mota Engie, le groupe Martifère, et le président de l'Association des entreprises du Portugal. Le chef de l'État a effectué un voyage très porteur pour la Côte d'Ivoire. Il a reçu les clés de la ville de Lisbonne. Le président Alassane Ouattara a été fait citoyen d'honneur donc de la ville de Lisbonne. Un dîner officiel a été organisé au palais présidentiel en son honneur. Envoyé spécial toujours, Viviane Aimé. Le lendemain de son arrivée dans la capitale portugaise, le président de la République Alassane Ouattara était reçu à la mairie de Lisbonne. Après les honneurs militaires qui lui ont été rendus, le chef de l'État ivoirien devait recevoir dans la salle de cérémonie au riche décor d'époque les mots de bienvenue du premier magistrat de la ville, le maire Fernando Medina. Il a salué cette première visite d'un chef d'État ivoirien au Portugal, rappelant le lien historique qui lie son pays à la Côte d'Ivoire, dans la mesure où les premiers Européens à mettre pied sur la côte ivoirienne furent des Portugais. Puis il a remis officiellement les clés de la ville au président de la République Alassane Ouattara, faisant de lui citoyen d'honneur de la ville de Lisbonne. Le président de la République a signé le livre d'or de la mairie, avant d'adresser à son tour ses remerciements au premier magistrat de la ville ainsi qu'à son conseil municipal, appelant de tous ses vœux à la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales de Côte d'Ivoire et les collectivités territoriales du Portugal, citant en exemple la coopération entamée par Lisbonne et le district de Yamoussoukro et celle entre la ville de Porto et Boaké. Dans la soirée, à l'occasion du dîner officiel organisé en son honneur ainsi que son épouse au palais de Ajuda, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a réaffirmé une nouvelle fois sa volonté d'approfondir la relation séculaire qui unit le Portugal et la Côte d'Ivoire. Les relations entre nos deux pays sont anciennes et séculaires. En effet, les premiers Européens à fouler notre terre furent les navigateurs portugais, longeant les côtes africaines à la recherche de la route des Indes. Ils lui donnèrent le nom de Costa do Marfim, en français Côte d'Ivoire. De même, certaines villes du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, telles que San Pedro et Sassandra, tiennent leur nom de la présence au XVe siècle de ces explorateurs portugais. C'est donc dire combien les relations entre nos peuples sont anciennes. Monsieur le Président, je voudrais saisir l'occasion de cette visite pour saluer la mémoire d'un illustre homme, d'un ami de la Côte d'Ivoire, le président Mario Soares, homme d'État, grand ami de notre président, le président Félix Houphouët-Boigny, qui effectua une mémorable visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire du 24 au 26 novembre 1989. Cette coopération, initiée par le président Félix Houphouët-Boigny et le président Mario Soares, s'est renforcée d'année en année. Et je me réjouis donc de cette visite qui intervient un an seulement après votre accession à la magistrature suprême de votre pays. Dans un échange de toasts, les chefs d'État portugais et ivoiriens ont scellé leur volonté commune. Et ici à Abidjan, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, lui, a échangé avec le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao. Jean Makanga est venu informer le vice-président de la tenue à Abidjan justement la semaine prochaine de deux rencontres majeures sur le cacao, Mahama Traoré et Eman Guivé. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao ont évoqué les enjeux de la 96e session régulière du Conseil international du cacao et de la réunion annuelle de la Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale.
2 rencontres majeures qui se tiendront à Abidjan du 18 au 22 septembre prochain. L'Organisation internationale du cacao est maintenant basée à Abidjan depuis le mois de janvier dernier. Nous tenons 2 réunions annuelles au cours desquelles les pays membres discutent des questions du cacao. La première réunion a eu lieu au mois d'avril et la seconde a lieu la semaine prochaine. Donc il était tout à fait normal qu'en tant que directeur exécutif, je m'entretienne avec les responsables ivoiriens, surtout en relation avec la problématique des cours du cacao que nous avons actuellement, prendre les avis des parties concernées afin de mieux éclairer les discussions la semaine prochaine. À la suite de Jean-Marc Anga, Daniel Kablan-Duncan a reçu Pierre Van de Beek, le président directeur général de la Société d'investissement pour l'agriculture tropicale. Déjà présent dans le secteur de l'hévéaculture en Côte d'Ivoire, ce groupe envisage de lancer des projets agricoles de reforestation des aires protégées. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a ouvert aussi hier à Abidjan les travaux d'un forum co-organisé par la Société financière internationale. Le forum porte sur le thème « Création de marchés et d'investissements non risqués dans les États fragiles et affectés par les conflits ». Les travaux vont se tenir sur 2 jours. Mahama Traoré, Abiba Dambélé-Sawi. Un pays est dit fragile lorsqu'il présente des risques plus élevés d'être vulnérable à des crises majeures. Une situation à même de compromettre sa stabilité et sa marche vers le développement. En 2016, la Société financière internationale dénombrait 22 États fragiles sur les 48 que compte l'Afrique subsaharienne. Il s'agit de régler les plus grands défis et se demander est-ce que les solutions privées sont viables. Si tel n'est pas le cas, il faut avoir des réformes réglementaires ou peut-être mixer le financement public-privé. Ce n'est que lorsque toutes ces possibilités sont épuisées qu'on devrait voir le financement public. Réfléchir à comment sortir les États fragiles de leur situation, c'est le sens du forum ouvert ce mercredi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, co-organisé par la Société financière internationale SFI et le célèbre quotidien britannique Financial Times. Ce forum vise à mobiliser plus de capitaux privés pour remettre en marche les économies en déclin. Une démarche expérimentée avec succès par le Rwanda et la Côte d'Ivoire. La question du financement de l'économie dans les États fragiles ou affectés par des crises n'est pas un défi qui peut être relevé de façon isolée par chaque acteur économique. À ce titre, les gouvernements, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé sont appelés, avec le soutien du secteur financier et des partenaires de développement, à unir leurs efforts à travers notamment la multiplication des partenariats publics-privés mutuellement avantageux. L'accompagnement du secteur financier et des partenaires doit être plus conséquent avec une juste appréciation des risques et des critères donc de concessionnalité. Pour les États fragiles affectés par les crises, il faut passer à l'action pour écrire les nouvelles pages des politiques de développement efficaces et plus résilientes. Passer à l'action, car il y a urgence. Selon la Société financière internationale, d'ici à 2030, 46% des populations pauvres dans le monde vivront dans des pays dits fragiles, contre 17% actuellement. Le Premier ministre, lui, est en ce moment à Londres. Il prend part au 2e Forum économique de Londres et sur le commerce et l'investissement. Amadou Gon Coulibaly était face à la presse à son arrivée à Londres. Le chef du gouvernement veut capter les acteurs de la finance internationale. Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial à Londres. Un passager inattendu ce mercredi à la gare de train Saint-Pancréas, en Grande-Bretagne. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, est à Londres. Il y est pour le Forum économique sur le commerce et l'investissement. L'occasion de promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Demain, donc, le 14, nous avons une série de rencontres et notamment une intervention que nous devons faire devant donc, la Chatham House, donc, au niveau donc, des relations internationales. Nous avons un discours à prononcer sur la politique économique donc, de la Côte d'Ivoire. Et le vendredi 15, ce sera le forum lui-même. Nous allons donc expliquer aux investisseurs donc, anglais toutes les opportunités d'investissement qui s'offrent en Côte d'Ivoire. Le forum qui se tient sur 2 jours sera l'occasion de rencontres d'affaires, d'opportunités d'investissement
en vue de soutenir la croissance économique. Autre actualité ici maintenant, depuis ce matin, une rumeur fait état d'un incendie qui se serait déclaré à l'immeuble Siam au plateau. Nos équipes dépêchées sur les lieux nous ont ramené ces images que vous voyez maintenant. Aucun incendie ne s'est déclaré dans l'immeuble. Tout va bien à l'immeuble Siam. Les équipes de sécurité de l'immeuble Siam rassurent. Extrait. Je suis rendu au 9e avec mes éléments, les pompiers qui sont en place. On est arrivé là-bas pour prendre connaissance. On est arrivé, il n'y a rien. Et on a visité, on a vérifié tout le meuble du 21e au 3e saison. Il n'y a rien. Rassurer la population qu'il n'y a rien à l'immeuble Siam. Au niveau de l'éducation nationale, en bref, les cours ont repris ce matin dans les établissements après suspension dans la journée d'hier. Il faut dire qu'après les manifestations de la journée d'hier, donc, qui ont paralysé une partie de la commune de Cocody, la vie a repris son cours normal. Au lycée classique d'Abidjan, les cours se déroulent normalement, mais au lycée moderne de Cocody, les cours reprennent timidement. La ministre de l'Éducation nationale tient actuellement une conférence de presse sur les frais annexes de l'inscription dans les établissements secondaires, des frais annexes à l'origine des protestations. Nous y reviendrons à 20h avec notre reporter Mamadou Kwasi. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique était hier à Jacquesville. Kandia Camara a lancé l'opération de distribution gratuite de kits scolaires. Ce sont plus de 4 millions de kits qui seront offerts cette année aux élèves de Côte d'Ivoire. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'école gratuite. Serge Kolia. C'est à l'EPP IAC de Jacquesville que la ministre Kandia Camara lance la traditionnelle campagne de remise de kits scolaires aux élèves de Côte d'Ivoire. Cette année, ce sont plus de 4 400 000 kits offerts pour accompagner la politique de l'école gratuite et obligatoire pour tous. Le président de la République, encore une fois, vient d'offrir plus de 4 millions de kits scolaires et plus de 6 millions de manuels scolaires aux élèves de toutes les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. Nous voudrons, au nom de toute la communauté éducative, exprimer notre gratitude au chef de l'État. Les élèves de Dabou, Grand Laou et Jacquesville bénéficient d'environ 97 000 kits. Nous vous promettons de bien travailler en classe et de faire 100% au CE et à l'entrée en 6e. L'UNICEF apporte son soutien à cette campagne. Aboubacar Campo, représentant résident, salue cet effort des autorités ivoiriennes. L'UNICEF a contribué dans le passé avec des contributions beaucoup plus importantes, mais au fur et à mesure, le gouvernement a pris cette démarche en main et aujourd'hui, à pratiquement 100%, la majorité des kits sont financés par le gouvernement ivoirien. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité, c'est le vœu de la ministre en cette année scolaire 2017-2018. Selon la ministre, plus de 10 milliards de francs CFA ont été injectés depuis que cette distribution gratuite de kits scolaires a été initiée à la rentrée scolaire 2011-2012. Autre bonne nouvelle, le ministère de l'Éducation nationale prolonge le délai des inscriptions en ligne. Il s'agit de permettre aux retardataires de se mettre en règle pour cette rentrée scolaire 2017-2018. On reste toujours avec Serge Kolia. Un délai supplémentaire pour les élèves en ce qui concerne les inscriptions en ligne. Ainsi en a décidé le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La nouvelle date fixée, c'est pour le jeudi 14 septembre 2017 à minuit, c'est-à-dire à 0 heure, et cela pour une durée de 10 jours. Nous pensons que le résidu d'élèves non encore inscrits pourra le faire, parce que de ces inscriptions en ligne dépendent, n'est-ce pas, le respect du quantum horaire, donc dépendent du respect des programmes. Les inscriptions en ligne visent un maximum d'environ 2 millions d'élèves. À ce jour, moins d'1 million sont en règle. Il est important de s'inscrire en ligne, a indiqué le chef de cabinet, pour être pris en compte dans les fichiers du ministère.
Dans la même veine, parlons de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire. Cette mesure concerne les enfants de 6 à 16 ans. Elle vise à donner aux enfants une éducation et une formation de qualité. 2 ans après, quel bilan? Nos différents reporters ont fait le point dans certaines régions du pays. La synthèse avec Grace Kando. Dimoulé est une bourgade de 1000 âmes à 1 km de San Pedro. Ici, la politique de l'école obligatoire décrétée par le gouvernement est une réalité. À la veille de la rentrée scolaire, cadres, autorités coutumières et acteurs du système éducatif se réunissent pour échanger sur la scolarisation des enfants. C'est relancer encore le message aux parents pour leur dire de tout faire pour faire venir leurs enfants à l'école, surtout en classe de CP1. Nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire qui a pensé à ce programme. Je convoque des AG, je réunis tous les parents, sensibilise de sorte que tous les enfants aillent à l'école de manière obligatoire et de façon gratuite. Elles ont pris des dispositions. Elles ont l'habitude de demander aux enfants d'aller à l'école. Et un enfant qui ne va pas à l'école ne mangera pas à la maison. Pour accompagner la décision gouvernementale, les villageois de Dimoulé ont construit une école primaire et des logements pour les enseignants. Cependant, les populations ont des préoccupations. On encourage vraiment nos populations de mettre les enfants à l'école. Mais ce qui est notre problème, le village n'est pas électrifié. Pour un enfant qui va à l'école, il doit étudier la nuit, non seulement dans la journée, pour mettre l'électrification à Dimoulé. Ensuite, eau potable, parce que celui qui va à l'école, il va se laver, il va aussi consommer de l'eau. La politique de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire est une mesure qui vise à donner aux enfants de 6 à 16 ans une éducation et une formation de qualité. Les populations de Boaké apprécient la mesure. C'est une très bonne initiative. L'école est vraiment obligatoire pour les citoyens de demain que nous sommes. Il faudrait qu'il soit au moins 30 dans une classe, 20 à 30 au moins. Voilà, de nos jours, on remarque que dans des écoles publiques, les élèves sont au nombre de 80-90, ce qui n'est pas trop normal. Ça ne permet pas d'apprendre facilement. Une très très bonne initiative que le gouvernement met en place pour vraiment l'évolution de la nation. Surtout qu'il parle déjà de l'émergence. Quand on dit émergence, c'est d'abord l'école. Et qui dit école, dit aussi finance. École gratuite certes, mais des parents déplorent encore l'instauration de certaines cotisations. Ce sont des problèmes de cotisation encore qui demeurent, notamment au niveau des comités de gestion ou COGES. Certains parents estiment que quand on a parlé de gratuité, il ne faudrait pas encore revenir pour leur demander certains frais. C'est au cours de l'année 2015-2016 que la politique de l'école obligatoire est entrée dans sa phase active. 3 ans après sa mise en œuvre, quel bilan? Je remercie les parents d'élèves qui ont répondu justement à cette exigence parce qu'aujourd'hui, nous avons, avec cette loi, nous avons un beau taux de scolarisation et il faut dire que chaque année, c'est pratiquement 10% d'élèves que nous avons en plus dans nos écoles primaires, ce qui démontre bien que les populations ont bien accepté cette décision. Pour accompagner la décision gouvernementale, plusieurs actions sont menées. De 2012 à aujourd'hui, le président a fait construire plus de 19 000 salles de classe. Nous avons pu construire plus de 170 collèges et lycées. Et sans compter les équipements, le président a fait recruter plus de 39 000 enseignants du primaire comme du secondaire. Et aujourd'hui, nous mettons allègrement en œuvre cette décision du président. Mais il va sans dire qu'il va falloir continuer les constructions. C'est la raison pour laquelle nous avons en projet de nombreuses constructions de salles de classe, aussi bien du primaire que du secondaire, aussi bien au niveau de l'enseignement général, de l'enseignement technique que de l'enseignement professionnel. Donc, les conditions vont s'accroître pour permettre à tous ces enfants
qui vont à l'école de faire leurs apprentissages dans de bonnes conditions. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle invite les parents qui hésitent encore à envoyer leurs enfants à l'école à s'approprier cette mesure. Autre sujet maintenant, les fonctionnaires sont appelés à renouveler les instances de leur mutuelle. La MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. L'élection des délégués régionaux des mutualistes est prévue le 24 septembre prochain. Le président du Comité national des élections à la MUGEFSI a été reçu par Jean-Claude Kouassi, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Reportage, Gabriel Zani. Élus pour un mandat de 3 ans, les organes de la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, doivent être renouvelés cette année 2017. Le président du Comité national des élections a rencontré le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Notre rencontre de ce jour avec monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale concernait donc la section électorale d'Abidjan. À l'intérieur du pays, chacun des présidents des comités électoraux locaux va faire de même avec les candidats. Il s'agit un peu de faire le point de la situation et voir quelles seraient éventuellement les difficultés encore à régler pour que le 24 septembre, nous ayons un scrutin auquel nos mutualistes participent de façon massive, mais qui soit également et surtout un scrutin libre, transparent et crédible. Il s'agit donc de faire le point des campagnes pour les 14 listes qui briguent les postes de conseil d'administration et de comité de contrôle. Les délégués régionaux de la Mutuelle des fonctionnaires seront élus le 24 septembre prochain. Ces élections, selon le ministre de l'Emploi, ne doivent pas faire de vagues. La MUGEFSI doit sortir gagnante de ce scrutin. J'invite les candidats à respecter le code de bonne conduite en matière d'élection, à savoir avoir et conserver le bon ton vis-à-vis des autres candidats et du comité électoral national, respecter les règles électorales et éviter de proclamer quelques résultats que ce soit avant le comité électoral national qui en a la charge. La MUGEFSI est la principale mutualité sociale de couverture sanitaire au profit des fonctionnaires ivoiriens et de leurs ayants droit. Elle compte à ce jour environ 240 000 adhérents pour plus de 600 000 bénéficiaires. C'est aussi un réseau de soins médicaux et de partenaires agréés, dont plus de 4 000 médecins, 700 pharmaciens, 200 cliniques et polycliniques. Au sujet de l'environnement, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable fait l'inventaire national des effets des substances chimiques sur l'environnement. Il sera question d'identifier les fabricants et les distributeurs de ces produits chimiques périmés sous la supervision d'un expert international. Reportage, Grace Kando. Les pesticides obsolètes sont des produits périmés, fraudulés et interdits. Ces substances chimiques sont souvent utilisées dans les cultures de rente et maraîchères. Des produits qui ne sont pas sans conséquences sur le plan économique, environnemental et sanitaire. Il arrive directement que des produits soient utilisés pour traiter des champs et que ces champs-là brûlent. C'est-à-dire c'est comme si c'était du feu et le paysan perd tout. Lorsque nous exportons nos produits agricoles sur le marché international, il y a des cas où nos produits agricoles font l'objet de rejet. Parce que nos partenaires ont retrouvé sur ces produits des substances chimiques qui sont interdites de par le monde. Il y a également d'autres aspects, c'est que ces produits qui sont interdits, ils vont donc souiller la nappe phréatique, l'eau que nous buvons, ils vont polluer l'environnement. Pour identifier les fabricants et distributeurs, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, à travers le projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, lance l'inventaire national de ces produits nuisibles. Il s'agit dans un premier temps de faire une fiche de déclaration volontaire pour les structures organisées, de sensibiliser l'ensemble des acteurs à apporter de façon volontaire, lorsque les agents inventaires seront sur le terrain, la localisation de leurs pesticides obsolètes. Et ensuite, il y aura le transport de ces pesticides sur un site sécurisé. Voilà, et la dernière étape, ça sera l'élimination qui se fera avec des structures spécialisées. Il fallait donc agir et vite. Ainsi, face à cette situation,
l'État de Côte d'Ivoire a sollicité et obtenu un don du Fonds pour l'environnement mondial d'environ 4,5 milliards de francs. La Côte d'Ivoire, évidemment, contribue à hauteur de 2,250 milliards de francs. Pour apporter une réponse à cette question cruciale de la gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire pour une période de 5 ans, de 2016 à 2021. Pour aider à l'élimination de ces produits obsolètes, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a remis du matériel roulant et des ordinateurs au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Au Togo, pour terminer ce bras de fer entre pouvoir et opposition pour élaborer le calendrier des travaux, il a fallu le président de l'Assemblée nationale pour trancher et décider qu'une session spéciale sera convoquée plutôt ce jeudi 14 septembre pour examiner le projet de loi du gouvernement sur la réforme constitutionnelle. L'opposition maintient sa pression au point que, pour une fois, le pouvoir togolais sort de son silence. Hier, dans l'après-midi, 2 ministres conseillers du président ont dû organiser d'urgence une conférence de presse pour faire le point de la situation. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.